Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Pourquoi est-ce que je pense que Apple pourrait valoir aux alentours de 200 dollars l'action si on reste raisonnable d'ici 2027? Donc, je vais essayer de vous montrer ici comment est-ce que j'arrive à cette conclusion-là. Donc ici, premièrement, j'ai déjà eu à faire une vidéo sur Apple. Nous étions au mois de janvier 2022. À ce niveau, à cette période-là, l'entreprise cotait à 172 dollars l'action. Et selon nos estimations, ce qu'on avait fait ici, on avait utilisé à peu près, on avait utilisé la valeur d'entreprise sur EBITDA pour essayer d'évaluer de faire une valorisation de l'entreprise ici. Et on était tombé à peu près sur une valeur à peu près aux alentours de 177 dollars l'action. OK. Et pendant ce temps-là, j'avais mentionné ceci. Le prix d'Apple n'était pas mauvais, d'accord? Que si vous assiez à ce prix-là, c'est parce que vous espérez qu'il puisse avoir une croissance assez élevée dans le futur, ainsi qu'une augmentation des marges. Donc Apple, c'est pas que ça ne représentait pas une opportunité d'investissement, mais on savait à quoi s'en tenir. D'accord? Donc aujourd'hui, quelques mois plus tard, le marché nous permet aujourd'hui de pouvoir peut-être payer Apple à 145 dollars l'action aujourd'hui. Donc on va essayer de faire une valorisation à nouveau, pouvoir à peu près combien est-ce qu'on pourrait raisonnablement payer afin de pouvoir garantir pas garantir, mais afin de pouvoir avoir une performance raisonnable. OK. Donc, je commence ici. Donc, j'utilise ici l'outil FastGraph. Donc, vous allez voir ici que, premièrement, il faut que je vous explique comment ça fonctionne. La ligne orange ici, d'accord, ce sont les free cash flow multipliés par le multiple moyen sur les 16 dernières années à peu près. D'accord? Donc, on va dire depuis 2015 ici, donc on va à peu près dire sur les 17 dernières années. D'accord? Donc, ça prend en considération la croissance. Donc là, on a une croissance à peu près de 25,62% des free cash flow sur cette période-là. Donc, ici, le price sur free cash flow aura tendance à égaler la croissance quand cette croissance est supérieure à 15. OK? Donc, vous pouvez constater ici que si je prends notre graphique ici et que je le ramène peut-être sur les 7 dernières années, d'accord? Attention, quand je dis 7 dernières années, ça va prendre en considération les 2 années supplémentaires qui sont comptabilisées ici en termes d'estimation. Donc, en fait, quand je fais 7 dernières années, ça prend en considération les 5 dernières années qui sont les réelles, pas les années également comptabilisées comme futures, d'accord? Donc, quand on prend les 7 dernières années, si vous constatez que cette croissance est de 16,82%, donc le price to free cash flow aura tendance à aller à 16,82%, mais vous voyez que le price to free cash flow normalisé, d'accord, est de 20,32. Donc lui ne prend pas en considération la croissance, d'accord, lui il est normal, donc c'est que le price to free cash flow moyen que le marché a payé pour cette entreprise aussi, d'accord. Donc faites très attention par rapport à ça. Donc ce qui veut dire que nous ici, quand on essaie d'estimer l'entreprise ici aujourd'hui, on sait qu'à 17,4 fois les bénéfices, c'est ce que le marché paye généralement pour les free cash flow en moyenne sur cette longue période de temps. D'accord? Donc ici, premièrement, on doit sélectionner nos PER ou nos free cash flow, nos price to free cash flow moyens. Et vous avez toujours dit que les price to free cash flow moyens ou bien les PER, c'est des rendements espérés en fait. D'accord? C'est-à-dire que si je prends un PER moyen ou un price to free cash flow moyen de 20 fois les free cash flow, 20 fois les bénéfices, ça sous-entend que je recherche un rendement de 5%. D'accord? Ça sous-entend que je recherche un rendement de 5%. C'est-à-dire que si Apple était un immeuble présentement et qui me reverse par exemple 20 dollars par an, si j'achetais cet immeuble-ci par exemple aux alentours de 1000 dollars et qui me reverse à peu près 20 dollars par an, mon rendement ici est, voilà, parce que je pense que c'est même pas le bon exemple ici. Donc, c'est simple, je recommence. Donc, si j'achète Apple, d'accord, en date d'aujourd'hui à 100 dollars, ok, et que Apple, d'accord, me reverse un rendement de 5 dollars chaque année, ça représente à peu près un PER de 20 fois les rendements. Si Apple était un bâtiment, c'est-à-dire qu'un immeuble, et que les loyers reversés chaque année représentaient 5 euros ou 5 dollars, et que j'ai acheté ce bâtiment-là à 100 dollars, en fait, en réalité, je l'ai acheté à un PER de 20. D'accord? Donc, quand vous voyez une entreprise avec un PER de 20, en fait, c'est un rendement de 5%. OK? Donc, quand vous payez un PER très élevé, ça veut dire que vous voulez un rendement moins élevé. Ça dépend, ça ne prend pas en considération la croissance. Donc, c'est à peu près comme ça. OK. Donc, moi ici, au niveau de la valorisation d'Apple, je dois d'abord sélectionner mon PER moyen. Je dis bien PER moyen. Dans le sens où la période qu'on est en train de vivre présentement, si on a des taux d'intérêt élevés, on aura tendance à avoir des multiples moins élevés. D'accord? Donc, les multiples de 30, 40, ça sera moins fréquent. OK? Donc, moi, j'ai sélectionné comme PER moyen entre 20, d'accord? 20 fois les bénéfices, c'est la moyenne des PER que je vais prendre. Je dis bien la moyenne, je ne vais pas aller plus loin que ça. Donc, personnellement, je pourrais payer Apple à 20 fois les bénéfices, d'accord, sans prendre en considération la croissance.
OK? Évidemment, s'il y a une croissance plus élevée, on peut avoir tendance à payer plus que ça, mais ça, c'est en prenant en considération la croissance. Mais ici, 20 fois les bénéfices sans prendre en considération la croissance, je pense que je paye mon prix et que je pense pas surpayer pour Apple. OK? Donc, maintenant, quand j'arrive ici sur Apple, par rapport à ce que si je prends en considération ce que disent les analystes sur d'ici 2024, Apple aura peut-être des free cash flow moyens par action de 7,23 $. D'accord? Free cash flow moyen par action de 7,23 $. Maintenant, je regarde ici, qu'est-ce que les analystes ont l'habitude de dire, est-ce que les prévisions des analystes ont, enfin, est-ce que ça serait, est-ce que par rapport à Apple, ils ont l'habitude d'avoir raison, d'accord? Donc, quand on regarde sur les deux dernières, quand on regarde ici les prévisions sur une période de 2 ans, par exemple, on voit que les analystes se rapprochent généralement ils ont parfois raison. Ils ont raison la plupart du temps. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand ils analysent, en 2020, en 2029, par exemple, ils ont estimé qu'Apple aura peut-être 21 sous par action en termes de free cash flow. Ils ont eu 35 sous. Donc, les analystes n'ont pas eu tort. Ils ont même été moins 10 ans. D'accord? En 2014, ils ont estimé qu'Apple pouvait avoir 2,58 $ en termes de free cash flow par action. Apple a eu 2 $. Donc, ici, ils se sont trompés. D'accord? En 2020, ils ont estimé à 3,89 $ par action. Et Apple a eu 4,19 $. Donc, à peu près, et ils ne se sont pas trompés. Ils ont eu raison. D'accord? Donc, ici, en prenant en considération les prévisions des analystes, il y a de fortes chances qu'on ne se trompe pas. D'accord? Donc, ici, quand je prends en considération les prévisions des analystes, d'accord, par rapport au PER moyen que moi j'ai choisi pour Apple, d'accord, que moi j'ai estimé pour Apple. Ici, les analystes pensent que d'ici 2024, on aura à peu près 7,23 $ par action. Si on le prend à 20, 21, à 20 fois les bénéfices, d'accord, bon, ici, ils n'ont pas mis 20 fois les bénéfices, donc c'est à se situer entre 19,5 et 21, d'accord. On ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins tort possible. Ce qui est sûr, je ne paierai pas 35 fois les bénéfices, ok. Donc, ici, la valorisation d'Apple par rapport à ce free cash flow-là par action sera aux alentours entre 140 et 150 $ l'action. Aujourd'hui, on cote à combien? À 145 $ l'action. Ça, c'est par rapport à 2024. OK? Maintenant, nous, on essaie de voir plus loin. Si on prend une entreprise ici aujourd'hui qui a eu des résultats exceptionnels en 2021, d'accord, et aura également des résultats exceptionnels en 2020, il y aura peut-être un ralentissement. Mais le ralentissement sera temporaire par rapport à ce que les analystes pensent. OK? Donc, ça veut dire que nous, ici, aujourd'hui, le meilleur moment d'acheter une entreprise de croissance, c'est sans prendre en considération la croissance. OK? Donc, si le marché ne prend pas en considération la croissance de Apple, il serait mieux de l'acheter aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. D'accord? Donc, idéalement, si vous voulez acheter du Apple, le prix idéal serait aux alentours de 100 $ l'action si on ne prend pas en considération la croissance. Le prix idéal. Mais ici, vu qu'on prend en considération la croissance, qu'est-ce que ça va nous donner? OK. Donc, je vais prendre ici les prévisions à long terme des analystes. OK? Ils estiment que d'ici 2024, on aura 7,54 $ par action. D'accord? Et à partir de 2025, on aura à peu près une croissance soutenue de 11% par là. Ça, c'est linéaire. Hein? Laissez-moi vous dire que plus on est étalé dans le temps, moins on a de chances d'avoir quelque chose qui se rapproche du 10% par là. Donc, ça peut être que 10 cette année, 15 l'année prochaine, 8 l'année qui suit, l'année d'après. Donc, ici, la moyenne sera à peu près de 11%. OK? Donc, ce n'est pas très éloigné de ce que Apple a connu par le passé. Hein. Donc, si on prend par exemple ici en considération la croissance d'Apple sur les 10 dernières années, en prenant comme base septembre 2021, on a 12% de croissance. 5 dernières années, 11% de croissance. Et 3 dernières années, 11% de croissance. Donc, si on reste à peu près sur cette même tendance-là, Apple aura tendance à avoir des free cash flow moyens aux alentours de 10,31 € d'ici 2027. Et si on prend cela à 19-21 fois les bénéfices, on a une valorisation qui est entre 201 et 216 $ l'action. Comme je vous le disais au début, je pense que Apple peut valoir aux alentours de 200 $ l'action si on prend en considération cette croissance de 10%. OK? Donc, c'est pour ça que j'estime qu'on peut avoir cela d'ici 2024, d'ici 2027. Donc, maintenant, votre travail d'investisseur, c'est ceci. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on pense que Apple, pourquoi est-ce que le management pense ou bien pourquoi est-ce que les analystes pensent qu'on pourrait avoir une croissance au moins de 10%. Pourquoi ça ne serait pas plutôt 5%? Ou bien pourquoi on ne prendrait pas plutôt en considération 0% de croissance? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sont des choses que vous devez voir également parce qu'ici, on fait des estimations. C'est un outil d'aide à la décision. Ça ne veut pas dire que après avoir mis des chiffres sur un tableau et que je me rends compte que c'est 400 $ l'action, je vais aller l'acheter. Non, pas du tout. Ici, si je me trompe sur le PER moyen, mon estimation sera totalement fausse.
D'accord? Donc, si moi, j'estime ici que Apple aura des PER de 250 dollars, de 25 fois les bénéfices, 24 fois les bénéfices, si ça ne se réalise pas, je suis très loin. Je vais m'éloigner de la valeur. Ici, je ne veux pas m'éloigner de la valeur, je vais me rapprocher le plus possible de la valeur. Okay? Donc ici, je vais payer des PER moyens. Donc je vais essayer de le prendre autrement. Vous savez que ici sur la chaîne, j'ai l'habitude d'utiliser voilà, les PER moyens, les free cash flow moyens, ainsi que la dette nette pour essayer d'estimer la valorisation de l'entreprise. OK. On va le prendre comme je le fais souvent d'habitude, donc de manière old school, parce que vous n'avez pas besoin d'acheter cet outil ici pour pouvoir faire la valorisation d'une entreprise. D'accord? Premièrement, en termes de, sur les 12 derniers mois ici, Apple a à peu près des bénéfices nets aux alentours de 102 dollars à l'action. Je ne vais même pas vous déranger avec les free cash flow. Ici, les free cash flow ont tendance même à être plus élevés que les bénéfices nets. OK? On va se limiter aux bénéfices nets. 102 dollars, 102 milliards de dollars en termes de bénéfices nets. OK? OK. Maintenant, au niveau des PER moyens, j'ai pris 20 fois les bénéfices. OK? Le nombre d'actions ici est de 16 milliards 475. Donc ici, est-ce que mon outil me dit 16 milliards 475 parce qu'Apple rachète également ses actions. On va se dire ici 16 milliards 185. C'est le nombre d'actions. OK? J'ai tous les éléments nécessaires. Si il n'y a pas de croissance sur Apple, donc on se limite à l'état stationnaire. Donc actuellement, on se dit qu'à partir d'aujourd'hui, Apple n'aura plus jamais de croissance et il va nous rapporter, il y a de fortes chances qu'il nous rapporte au moins 102 milliards de dollars chaque année. OK? Si on se limite à ça, et qu'on le prend à 20 fois les bénéfices, en prenant en considération maintenant le cash net ou la dette net ici, et ce qu'on n'a pas pris ici sur FastGraph, on peut le faire manuellement également. Hein. De toutes les façons, on ne veut pas avoir précisément raison, on va avoir le moins tort possible. Donc ici, en prenant en considération le cash net ici, en date d'aujourd'hui, divisé par le nombre d'actions, Apple vaudra 130 dollars l'action, pas plus. D'accord? Si on ne prend pas en considération la croissance et qu'on le paie à 20 fois les bénéfices. OK? Par rapport à la valorisation actuelle, on se dira qu'OK, 145, 130, voilà, on n'est pas très loin, le prix est correct. OK? Maintenant, si on prend en considération une croissance de 5% sur les 5 prochaines années, d'accord, ça revient à multiplier ici ici, ce n'est pas le EBITDA, hein, ici, c'est le bénéfice net. Ici, ce n'est pas EBITDA, ici, c'est le PER, ok? Donc, si ça revient à multiplier ce chiffre-ci par 1,28, donc si vous faites ici, je l'ai juste... j'ai juste mis ici, comme je l'ai juste arrondi. Si on prend 1,5% ici, exposant 5, ça vous donne ici 1,27, d'accord, 1,27, 276, etc. Donc, je l'ai mis à 1,28. Donc, je vais le multiplier ici par 102 milliards, d'accord. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, parce que ce n'est pas dans la réalité, ce n'est pas exactement comme ça dans le sens où vous pouvez avoir des revenus supplémentaires, vous pouvez avoir des revenus de 5%, mais des bénéfices nets qui augmentent de 10%. Tout ça parce que vous n'avez pas besoin de dépenser en termes de dépenses opérationnelles de 5% pour avoir à peu près un même niveau de revenus, un même niveau de bénéfices soutenus. Donc 5% de revenus supplémentaires peut entraîner des bénéfices supplémentaires de 10%. D'accord? Si les dépenses opérationnelles restent stables. D'accord? Donc, je l'ai arrondi ici à 131 milliards. OK? Donc, si on prend 131 milliards ici, multiplié par 20 fois les bénéfices, divisé par le cash net, divisé par le nombre d'actions, on est à 166 dollars l'action. À 20 fois les bénéfices, petite croissance de 5%, on est à 166 dollars l'action. Donc, si l'action s'échange à 25 fois les bénéfices, 30 fois les bénéfices, c'est son problème. Moi, je sais qu'en moyenne, en payant 20 fois les bénéfices pour Apple, je ne surpaye pas. D'accord? Si maintenant, on a une croissance de 10%, comme même les analystes estiment 11%, moi je vais mettre juste 10% comme c'est la moyenne d'Apple ici sur les dernières années, d'accord? Donc, si on prend juste 10% de croissance sur les 5 prochaines années, d'accord, ça revient ici à faire 1,1 exposant 5, on arrive ici à 1,61 multiplié par 102 milliards, d'accord, 102 milliards en date d'aujourd'hui, ça fait à peu près 164 milliards ici, 164 milliards ici. Quand j'arrive à ce niveau-ci, je l'ai mis à 163 milliards. Donc, on va l'arrondir ici, on va le mettre, voilà, si vous êtes gentil, on va mettre 164 milliards à la fin de la journée, ça ne change pas grand-chose. 164 milliards, ok? À 20 fois les bénéfices, plus le cash net ici, divisé par le nombre d'actions, ça nous donne ici 207 dollars l'action. Donc, en achetant Apple à 145, 147 dollars ici l'action, on a à peu près une possibilité de croissance aux alentours de 40% par là. OK? Donc, l'autre manière de le voir ici, c'est de faire ceci. OK? En date d'aujourd'hui, vous payez 147, disons qu'on paye 147 dollars pour Apple. OK? Et c'est une entreprise qui nous rapporte à peu près 102 dollars par action, qui nous rapporte à peu près 102 milliards de dollars. Si on divise par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on a à peu près 16 milliards 185, d'accord? Ça donne à peu près un bénéfice par action de 6,30 $.
divisé par le prix actuel qui est de 145 dollars par là, c'est un rendement de 4%. OK? C'est un rendement de 4% en date d'aujourd'hui. Maintenant, s'il y a une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, d'accord, on l'achète aujourd'hui à 145 dollars. On arrive ici à 164 milliards, divisé par le nombre d'actions actuelles, 16 milliards 185. Ça donne ici aux alentours de 10 dollars par action. D'accord? Si on le divise ici par le prix qu'on a payé en date d'aujourd'hui de 145 dollars, notre rendement espéré est de 7%. D'accord? 7%. OK? Donc, ça veut dire que si Apple distribue la totalité de ses free cash flow en année 2027 et que ses free cash flow, par exemple, sont de 164 milliards et qu'elle vous reverse ça chaque année, vous avez un rendement par rapport à votre prix d'acquisition en date d'aujourd'hui de 7%. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en achetant Apple ici aujourd'hui c'est 4%, mais avec la croissance, ça pourrait être de 7%. D'accord? Il faut juste être raisonnable avec la croissance. D'accord? Il faut juste être raisonnable avec les PER. Parce que quelqu'un qui pense qu'Apple aura des PER de 40 fois les bénéfices, il va vous dire, ah, la valorisation est à 400 dollars ici aujourd'hui. Non. Il faut rester raisonnable. C'est ça la difficulté de l'évaluation d'une entreprise. Parce qu'on a tendance à être trop optimiste ou trop pessimiste. Il faut rester raisonnable. Et pour avoir des PER raisonnables ici, il faut déjà regarder ce que l'entreprise fait. D'accord? Ça dépend du rendement de ce que l'entreprise fait, des marges de l'entreprise, des perspectives d'avenir de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un range de multiples par rapport quand on utilise les PER. Moi, je ne dépasse jamais 25 fois les bénéfices. Jamais. Même si on prend en considération la croissance, je ne dépasse pas 25 fois les bénéfices. D'accord? Ce qui veut dire que je ne m'attends pas à plus de 4% de rendement. Et ça dépend également des entreprises. Pour une banque, par exemple, je ne vais pas payer plus de 15 fois les bénéfices ou 10 fois les bénéfices. Pour une compagnie cyclique, je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices. D'accord? Pour une compagnie très endettée, ça va dépendre de ce qu'elle fait réellement. Si c'est Apple qui est très endetté et que je sais que Apple, de toutes les façons, elle peut rembourser sa dette, je peux me permettre de payer 15 fois les bénéfices pour Apple. Mais ça, c'est en prenant en considération la dette. Si Apple n'a pas de dette, et que voilà, on peut payer 20 fois les bénéfices. D'accord? Je n'essaye pas de m'éloigner, je ne veux pas avoir précisément raison. Si Apple s'échange à 25 fois les bénéfices, tant mieux, mon prix actuel est toujours correct. Donc, j'essaie de me protéger au maximum. Ce qui veut dire que, en achetant Apple en date d'aujourd'hui, vous ne surpayez pas, vous payez un prix correct, ça prend en considération la croissance également. OK? Donc, aujourd'hui, je ne m'éloigne pas. Mais si on me vend Apple en date d'aujourd'hui à 200 dollars l'action, je sais déjà qu'actuellement, ça implique déjà une certaine croissance élevée. Donc, vous pouvez voir ici en utilisant l'outil FastGraphs, si on reste ici aux alentours de ce qu'on a connu en moyenne par rapport au free cash flow, à 25 fois les bénéfices, Apple pourrait valoir à peu près 185 dollars l'action. Mais je ne veux pas payer 25 fois les bénéfices pour cette entreprise. Moi, je veux payer quelque chose de raisonnable. C'est la raison pour laquelle je serai tenter de payer 20-21 fois les bénéfices. Donc, en payant 20-21 fois les bénéfices ici pour cette entreprise par rapport à la croissance estimée, je ne vais pas l'acheter à plus de 151 dollars l'action. D'accord? Je ne vais pas l'acheter à plus de 151 dollars l'action. On me le vend aujourd'hui à 145 dollars l'action, ce qui représente une opportunité d'investissement. D'accord? Et je me base essentiellement sur la croissance future pour essayer de générer un peu plus de chiffres. OK? En date d'aujourd'hui, Apple vous reverse un dividende de 0,63%. Si vous achetez au prix actuel, d'accord, le price to free cash flow yield est de 4 dollars, est de 4,38%. D'accord? Le yield d'aujourd'hui. Et si on arrive d'ici 2024 à 7,23 $ par action par rapport au free cash flow, votre yield par rapport à votre prix d'acquisition actuel sera de 4,98%. Aujourd'hui, il est encore à 4,38%. Et si on arrive à l'estimation des analystes d'ici 2027 de 10,31 $, d'accord, votre yield on cost par rapport à la date d'aujourd'hui sera aux alentours de 7%. 7%. D'accord? C'est la raison pour laquelle il faut acheter la qualité en prenant en considération la croissance, mais tout en restant raisonnable. Je suis un peu resté long par rapport à Apple. Il y a eu beaucoup de chiffres. N'hésitez pas à mettre pause, essayez de comprendre ce que je dis ici aujourd'hui, parce que je ne suis pas encore de dire que Apple est surévalué ou Apple est sous-évalué. Moi, je dis qu'Apple est correctement évalué. Idéalement, je l'estime aux alentours de 200 $, l'action de manière raisonnable. Ce qui veut dire que le prix actuel n'est pas mauvais. Je ne m'attends pas à une valorisation et je ne m'attends pas à une performance énorme. Mais ça, maintenant, s'il y a revenu supplémentaire, si le revenu et s'il y a une croissance supplémentaire élevée, tant mieux. C'est que du bonus pour moi. D'accord? S'il s'avère que Apple a plutôt une croissance de 5% par là, le marché va l'ajuster en conséquence. Le prix va peut-être diminuer ici pour s'ajuster en conséquence par rapport aux estimations qui ne sont plus de l'ordre de 10%. Et je n'aurais pas surpayé non plus.
D'accord? Je sais maintenant que si on s'ajuste à 5%, 166 dollars, c'est la valorisation de l'entreprise. OK? En prenant en considération 20 fois les bénéfices. Donc, j'essaie de me protéger. Ici, je ne veux pas être très optimiste ni trop pessimiste, je vais rester équilibré. Mais ça, ce ne sont que des chiffres. La valeur d'une entreprise réside avant tout sur son business model. D'accord? C'est grâce à la qualité de son business model qu'elle peut générer des free cash flow stables et croissants dans le futur. Donc, aujourd'hui, le dividende est sans doute nul, mais il faut le regarder en termes de dividende yield, en termes de free cash flow yield. D'accord? Si on respecte la croissance actuelle, on peut avoir un yield de log de 7% par là. En date d'aujourd'hui, on a un yield de 4,38%. Imaginez par exemple quelqu'un qui a acheté Apple quand Apple a commencé à reverser des dividendes ici. Donc ça fait pas longtemps que Apple reverse des dividendes. Donc je prends ici, ça fait depuis 2012 que Apple reverse des dividendes. Depuis 2012. Donc 2012 ici, c'est à peu près ici. Donc je vais prendre à peu près à cette période ici. Admettons que vous l'avez acheté en 2012 ici. Donc on va le mettre ici à partir de 2012. Voilà. OK. Voilà, donc quand je mets ici par rapport à 2012, ça fait à peu près 13, ça fait à peu près 13 ans par là. Donc celui qui a acheté Apple au prix de 2012. Donc Apple ici en 2012, je ne sais pas à combien Apple cotait en 2012, d'accord? On pourrait peut-être voir ça quelque part, je ne sais pas combien Apple cotait en 2012, mais par votre yield on cost, d'accord, par rapport à votre prix d'acquisition en 2012 est de 7%. Il est de 7%. Et il n'a pas augmenté parce que... il a augmenté parce que le dividende a augmenté, ce qui est tout à fait normal. Ils ont la possibilité de continuer à augmenter le dividende, mais également parce que votre coût d'acquisition est très très bas. D'accord? En 2012, Apple cotait à combien? En 2012, Apple cotait aux alentours de... Voilà, on va prendre le plus haut de 2012, de 25 dollars l'action. Le plus haut de 2012. Avec un free cash flow yield, avec un free cash flow de 1,61. Vous constatez ici que par rapport, ça revenait à payer à peu près aux alentours de 15 fois les free cash flow. Ce qui est tout à fait risible pour Apple. D'accord? Donc, ça représentait à peu près un rendement par rapport à votre coût d'acquisition. D'accord? Sans prendre en considération une hypothétique croissance. Quand vous avez fait l'acquisition d'Apple ici, vous aviez un rendement de 6% par rapport au free cash flow. Aujourd'hui, les free cash flow sont de 7,23 $. D'accord? Oui, votre dividende versé en date d'aujourd'hui est de à peu près 9,90 $. Donc, par rapport à votre prix d'acquisition, vous avez un yield on cost par rapport au dividende d'à peu près 3,6% par là. D'accord? Mais, je dis ceci. Vous avez fait l'acquisition de l'entreprise quand il avait un free cash flow de 1,61 $. En date d'aujourd'hui, on est à 6,63 $ estimé. Donc, votre véritable yield on cost, d'accord, votre véritable rendement de free cash flow est de 26%. Et c'est ça qui est important. Ici, je vous ai montré que le dividende votre yield on cost était plutôt était aux alentours de 7% par là. Ça prend en considération ici la croissance des free cash flow. Donc, ça prend en considération ici le réinvestissement des dividendes. Donc, si vous avez réinvesti les dividendes, vous aurez un yield on cost de 7%. Mais si on enlève le réinvestissement des dividendes ici, donc juste on le garde simple ici, votre yield on cost est voilà, aux alentours ici, sans prendre en considération le réinvestissement, vous avez à peu près aux alentours de 6% par là. C'est toujours la même chose. OK? Donc, ici, quand vous prenez en considération votre valorisation, votre prix d'acquisition au niveau de Apple ici, il faut prendre la chose la plus importante, d'accord, c'est le rendement des free cash flow et non le rendement du dividende. C'est le rendement des free cash flow. Moi, en date d'aujourd'hui, par rapport à mon coût d'acquisition d'Apple à 25 $, je sais que mon rendement des free cash flow est de 25%. D'accord? Alors que le rendement du dividende ici, et si on prend par rapport au prix d'acquisition, au prix d'acquisition de 25 $ l'action, mon rendement est de 3% par là. Je ne sais pas pourquoi il y a une différence ici. Je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une différence par rapport à l'estimation ici. Donc ici, on arrive à avoir à peu près 6% de rendement. Donc je ne veux pas essayer de rentrer dans les détails pour voir pourquoi est-ce que c'est le cas ici. Surtout que je vois qu'il n'y a pas eu de réinvestissement ici. Ça me donne un yield on cost ici par rapport à 2021. Je vais essayer de voir sur quoi il se base sur le yield on cost. Est-ce que c'est par rapport au prix le plus bas, etc. Donc si c'est
le prix le plus bas, je vais comprendre que le yield on cost sera plus élevé. Donc, si on essaye de faire la même chose ici aujourd'hui, par exemple, si je prends le prix le plus bas en 2012, ici, on était à 14,41 $. Donc, si je fais ici 1,9 ici divisé par 14,41 $, ça me donne ici un yield on cost. Oui, je pense que c'est par rapport au prix le plus bas, ce yield on cost. Donc, voilà, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de le présenter. C'est par rapport au yield on cost ici. Donc, à la fin de la journée, on ne s'éloigne pas de la valeur. Donc, il dit ici que si vous avez acheté Apple au prix le plus bas en 2012, vos yield on cost en date d'aujourd'hui, sans réinvestissement du dividende, serait de 6,24%. Mais soyons raisonnables, admettons que vous l'avez payé au prix le plus haut, vos yield on cost serait de 3,06 $, de 3% ici. D'accord? Si on revient au même exemple par rapport à notre yield on cost, par rapport à au free cash flow, si on prend les free cash flow estimés ici aujourd'hui par rapport au prix le plus bas en 2012, si vous avez acheté Apple au prix le plus bas en 2012, admettons que vous avez eu de la chance par rapport à votre free cash flow yield en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de combien? On prend 6,63 divisé ici par 14, ici je vais prendre 14 juste pour arrondir, ça donne à peu près un rendement de 47%. Donc faites très attention à votre prix d'acquisition quand vous essayez d'acheter une entreprise. Le prix d'acquisition est important, déterminant même, je dirais. En date d'aujourd'hui, vous ne surpayez pas pour Apple. Ceux qui aiment les DCA, etc., vous pouvez faire du DCA quand l'entreprise est sous-évaluée. D'accord? Moi, aujourd'hui, si je veux acheter du Apple, je dis qu'OK, en achetant à 145 $ ici aujourd'hui, je sais que je ne surpaye pas. S'il n'y a pas de croissance, je sais que la valorisation sera aux alentours de 130 $. S'il y a de la croissance, 166 $, juste de 5%. S'il y a de la croissance de 10%, 207 $. Évidemment, si les marges augmentent, tant mieux pour moi. Si les revenus sont plus élevés, tant mieux pour moi. Si le nombre d'actions diminue, tant mieux pour moi. D'accord? Mais en date d'aujourd'hui, le prix est déjà correct. D'accord? Peut-être pas aussi attractif que ce qu'on avait aux alentours de 2016, 2017 par là. D'accord? Mais ça devient intéressant de commencer à regarder Apple en date d'aujourd'hui. Ça devient intéressant. Mais quand vous allez essayer d'investir, c'est pas après avoir regardé cette vidéo ou bien c'est pas après avoir fait un calcul sur les chiffres, etc. Non. Lisez les rapports financiers. Est-ce qu'on aura des marges stables? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'on aura des revenus croissants? Si oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que je pense qu'Apple a un pricing power? Donc, il faut lire les rapports financiers. Donc, on va se limiter ici aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé sur Apple. Je voulais faire une vidéo de 10 minutes. Mais à la fin de la journée, c'est toujours comme ça avec moi. Je me dis toujours que je vais commencer. Petite vidéo rapide, mais je me mets à rappeler certains concepts qui, selon moi, sont importants. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je considère qu'Apple ici pourrait représenter une opportunité d'investissement. Et je vous ai donné les éléments sur lesquels je me base pour pouvoir estimer cela. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.